Le Haut Conseil des collectivités réaffirme son soutien aux autorités de la transition. Annonce faite cet après-midi lors de l'ouverture de la première session demain, une session essentiellement consacrée au renouvellement du bureau et à l'examen des textes soumis par le gouvernement pour avis. Troisième campagne de vaccination contre le Covid-19 au Mali avec l'introduction du vaccin Pfizer. L'ambassadeur des États-Unis au Mali a reçu la première dose suivie d'un conseiller de l'ambassade du Japon en présence des autorités sanitaires. Focus Santé rend aujourd'hui hommage aux sages-femmes. C'est la personne qui accompagne la femme avant, pendant et après l'accouchement. Si la profession de sage-femme demande beaucoup de courage et surtout de douceur, force est de reconnaître qu'aujourd'hui, ces qualités ne sont pas souvent au rendez-vous. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le président de la transition, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a présidé ce matin la montée des couleurs qu'il a instituée tous les premiers lundis du mois. Pour ce premier lundi du mois de mai, était présent à cette cérémonie de montée des couleurs le secrétaire général de la présidence, les conseillers spéciaux, bref, tout le personnel de la présidence. Il s'agit pour le président de la transition de maintenir l'éveil de conscience et renforcer la fibre patriotique. À la montée des couleurs ce matin au palais de Koulouba. Une initiative du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Qui vise à maintenir l'éveil de conscience et renforcer la fibre patriotique. Ouverture cet après-midi de la première session du Haut Conseil des collectivités, une journée marquée essentiellement par l'allocution du président de l'institution. Mamadou Satiki Diakité a dénoncé les manœuvres, bien sûr, contre notre pays tout en réaffirmant le soutien de l'institution aux autorités de la transition. La session demain sera essentiellement consacrée au renouvellement du bureau du Haut Conseil des collectivités et l'examen des textes soumis par le gouvernement pour avis. Compte rendu à Lousseini Touré. Cette première session de l'année 2022 a été mise à profit par le président du Haut Conseil des collectivités pour procéder à une analyse de la situation politique caractérisée par une forme d'hostilité nourrie vis-à-vis de notre pays. Le Haut Conseil des collectivités est très préoccupé par l'hostilité ambiante entretenue contre notre pays. Cette situation, lourde de menaces de toute nature, exige des autorités nationales et du peuple souverain du Mali des réponses fermes et vigoureuses qui ne sauraient laisser aucune place au doute sur notre volonté commune et réaffirmée d'État indépendant, déterminé à assurer pleinement sa souveraineté en toutes circonstances et en tout lieu. Notre destin d'hommes et de femmes libres, traitant d'égal à égal avec les autres nations dans l'intérêt supérieur du peuple malien. Cela nécessite, selon le chef de l'institution, une mobilisation de tous autour des autorités pour réussir ce qu'il appelle un combat de génération. Aussi, avec solennité et gravité, voudrais-je, du haut de cette tribune, renouveler notre soutien sans concession aux autorités de la transition qui œuvrent inlassablement et avec opiniâtreté pour imprimer à notre nation sa trajectoire historique dans la jungle tumultueuse mais incontournable des relations internationales. Je voudrais aussi renouveler notre soutien indéfectible au gouvernement, à l'ensemble des institutions de notre pays, dont la complémentarité harmonieuse est gage de la réussite et d'atteinte des objectifs déclinés dans le programme d'action gouvernementale présenté par le Premier ministre. La session de mai sera également consacrée au renouvellement du bureau. Cette première session ordinaire de l'année 2022, qui débute aujourd'hui et qui s'étendra jusqu'au mardi 7 juin, aura à son menu
le renouvellement du bureau de l'institution, l'examen des textes soumis par le gouvernement pour avis, les questions diverses. Il est également prévu au cours de cette session l'organisation de 2 ateliers. Le premier portera sur les agences de développement régional et les contrats plans État-région, bilan et perspectives. Le deuxième atelier aura pour thème la problématique de la gestion domaniale et foncière du Mali, au rôle et responsabilités des collectivités territoriales. Le Haut Conseil des collectivités s'est également félicité des efforts du gouvernement dans la facilitation du financement de ces activités, toute chose qui dénote de l'importance accordée au rôle des institutions dans l'animation de la vie publique. Mieux valoriser le label Made in Mali tout en anticipant sur les effets de l'embargo imposé au Mali et créer davantage d'emplois. Tel est l'objectif d'une série de visites et entreprises par le chef du département en charge de l'industrie et du commerce. Mahmoud Ould Mohamed s'est rendu aujourd'hui à Bramali, à l'unité de production de Karité Mali SHI et à l'huilerie Jara Djane Negos. Adama Jimde. Mali Chi est pratiquement la seule unité industrielle de production de beurre de karité dans notre pays. Un pays qui a une forte potentialité d'amande de karité. Ici, la matière première ne manque pas. L'usine soutient près de 25 000 femmes. D'autres sous-produits tels que les combustibles servent à faire tourner les équipements. La production de cette jeune entreprise est surtout orientée vers l'extérieur. Nous sommes en négociation avec quelques unités de fabrication de savon qui auraient besoin de beurre notamment, mais pour le moment, nous exportons l'intégralité de notre production, du beurre brut. Pour pallier cette situation, le gouvernement met les bouchées doubles afin de soutenir ces unités industrielles en termes de rendement et de visibilité. C'est une unité sur laquelle on doit essayer de discuter sur des aspects stratégiques, anticiper sur un certain nombre de questions, qui sont toutes les questions financières, mais aussi les questions d'appui et d'encadrement qu'il faudrait pour que le produit de beurre de karité qu'ils produisent soit reconnu et connu au niveau national et international en tant que produit malien, parce que vous savez que dans la plupart des cas, nos produits ne sont même pas identifiés au niveau national parce que tout simplement ils ont été exportés à l'état brut ou en termes de noix de karité. Et je pense que nous allons trouver une solution pour ça, pour que nous puissions apporter une valeur ajoutée à nos productions nationales par rapport à notre économie. Cette visite du ministre vise à réduire cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Même exercice à l'huilerie Jara Djane Negos, qui produit de l'aliment bétail et de l'huile. Avec la graine de coton produite sur place, l'usine tourne en plein régime. Notre capacité en termes de production, on a 350 tonnes de graines de coton à triturer chaque jour. Par rapport à l'écoulement sur le marché, on n'a pas de souci. Vous savez, compte tenu de la situation actuelle, les différentes difficultés que notre pays a rencontrées, grâce à nos industries qui sont là, on est parvenu à tant bien que mal arriver à satisfaire les clients. Cette entreprise étend ses activités avec la mise en fonction d'une nouvelle unité d'aliments volailles. Auparavant, le ministre s'était rendu à Bramali où il a visité les différents compartiments. Malgré la crise, les ambitions sont fortes ici. Le défi de Bramali, c'est de réussir à donner au peuple malien ses besoins en boissons gazeuses, en bière, en boissons, qui est notre cœur d'activité. Donc de faire face aux besoins du marché. Les difficultés auxquelles ces unités sont confrontées, énergie, taxes et autres, seront minutieusement étudiées par le département afin que l'industrie joue sa partition. 90% des problèmes sont à notre portée. Et c'est pourquoi j'ai dit, avec les industriels, avec le département et les autres départements concernés, nous allons nous asseoir pour poser réellement les problèmes. Et ensemble, nous allons trouver des solutions très rapidement pour que nos unités puissent jouer vraiment pleinement leur rôle dans notre économie. Un ensemble de dispositifs qui est là, qu'on peut mettre en place, qu'on peut mettre en marche pour faire fonctionner nos usines et pour que nos usines puissent jouer un rôle fondamental dans notre économie parce que nous travaillons pour l'autonomisation de notre économie et notre indépendance économique. Je suis venu voir nos unités industrielles au regard de ce contexte sous-régional conformément aux questions d'embargo qu'on nous a imposées, mais aussi des questions internationales pour voir comment on peut anticiper sur un certain nombre de problèmes. Cette démarche va concerner d'autres unités industrielles dans le souci de redonner à l'industrie toute sa place dans l'économie nationale.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des femmes pour une paix et un développement inclusif au Mali, une formation en gestion des projets et amélioration des ressources a été initiée. La formation est portée par l'école de maintien de paix Maître Alioune Blondin Bey. La formation est soutenue par l'ambassade du Royaume de Norvège au Mali. Le point avec Boubacar Sissoko. Le contexte actuel de notre pays nécessite l'accompagnement des acteurs sociaux, singulièrement les femmes qui sont des vectrices de la paix. C'est dans ce cadre que cette formation est initiée pour renforcer leurs capacités de conception et de gestion des projets de développement local pour la mobilisation des ressources. Cette formation vise la mise en œuvre harmonieuse du projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali. Erika Fevek. Cette première session de formation, elle permettra de renforcer les capacités des élus communaux, des femmes de la société civile, des secrétaires généraux des mairies, des femmes et des hommes des forces armées et de sécurité, et des femmes et des hommes du comité de suivi de l'accord pour la paix, à pouvoir mobiliser plus de fonds auprès des partenaires techniques et financiers au niveau local, national et international dans le cadre du développement social, économique et culturel de leur localité. Justement, les partenaires souscrivent à cette initiative. La Norvège entend soutenir le projet jusqu'au bout pour l'atteinte des objectifs assignés. L'ambassade a hâte de continuer à suivre et soutenir cette formation et toutes les autres formations de ce projet et d'apprendre des fruits sous forme impact sur vos communautés respectives. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille dit placer beaucoup d'espoir à la mise en œuvre effective du projet. Une mise en œuvre qui passe forcément par le renforcement de capacités des acteurs concernés. Ces sessions de formation sont en parfaite adéquation avec les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 5, selon lequel c'est en impliquant ensemble les femmes et les hommes que l'on fera progresser les autres ODD. Cette formation se déroule en 2 étapes. La première concerne les régions de Kayes, Ségou, Mopti, Gao et le district de Bamako du 9 au 20 mai 2022. La seconde couvre les régions de Koulikoro, Sikasso et Tombouctou du 30 mai au 10 juin 2022. L'Union européenne célèbre chaque année le 9 mai la journée de l'Europe, une journée qui marque la création de l'Union qui compte aujourd'hui 27 membres. À cette occasion, la délégation de l'Union européenne au Mali a animé aujourd'hui à l'Ex-ENA une conférence scientifique autour du thème « Le droit communautaire au service de la paix et des peuples ». Mamadou Fani. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu'un traité instituant la communauté européenne a vu le jour dans les années 50 avec point de départ la déclaration de Robert Schuman le 9 mai 1950. Depuis cette date, beaucoup de choses ont évolué aboutissant à la naissance de l'Union européenne en novembre 1993 à Maastricht. C'est pour célébrer l'Europe que la délégation de l'Union européenne au Mali a animé une conférence scientifique à la faculté des droits de l'Université de Bamako. Ce que j'ai voulu souligner aujourd'hui, c'est que nous avons énormément en commun et que dans ce partenariat, il y a beaucoup de continuité et nous allons continuer cette année à travailler sur la sécurité alimentaire, sur le retour de services publics sur tout le territoire du Mali, sur des questions d'infrastructure. Si on a parlé du droit communautaire, c'était pour clairement dire que c'est un partenariat qui est basé sur des intérêts certainement, mais avant tout aussi sur des valeurs et sur un état de droit. Pour nous, cette coopération, elle est basée sur une compréhension d'une redevabilité réciproque. Cette conférence a été marquée par 2 thèmes. Il s'agit de l'aperçu historique et action de l'Union européenne au Mali, le regard sur la contribution du droit communautaire à la paix et au développement. Le partenariat avec l'Union européenne reste un partenariat qui est intense, qui est dynamique et qui couvre des secteurs stratégiques du Mali. Ce que nous attendons aujourd'hui de l'Union européenne, c'est une plus grande écoute, une compréhension holistique de la crise que le Mali traverse, qui est une crise multidimensionnelle. Voilà, et nous attendons plus de solidarité de l'Union européenne pour nous accompagner à traverser cette période difficile.
Toute la quintessence de la coopération Mali-Union européenne a été développée par les conférenciers. Le programme Erasmus, qui est une coopération universitaire, a été aussi abordé par les participants à cette rencontre. Le Mali vient de lancer sa 3e campagne de vaccination contre le Covid-19 par l'introduction du vaccin Pfizer. L'ambassadeur des États-Unis au Mali a reçu la première dose suivie par un conseiller de l'ambassade du Japon. Ce sont plus de 100 000 doses de vaccin Pfizer qui ont été remises au Mali par les États-Unis d'Amérique. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de la Santé, Drissa Koni. Quand c'est l'ambassadeur des États-Unis au Mali qui s'est fait administrer la première dose, l'on peut sans risque de se tromper dire que la campagne démarre sous de bons auspices. Denis B. Henkins est suivi par Toshiharu Okawasu, chargé de coopération internationale à l'ambassade du Japon au Mali. Si les États-Unis ont offert 100 620 doses de vaccin Pfizer, le Japon a permis d'acquérir 10 congélateurs pour leur conservation. Ça, c'était pour montrer notre confiance dans le système de santé. Comme vous avez dit, c'est les premières 100 000 doses d'un million prévues pour le Mali de Pfizer, avec aussi le Johnson & Johnson que nous avons déjà donné. Alors j'ai pensé avec ma participation directe dans la campagne de vaccins, on peut encourager les autres d'avoir confiance dans ces systèmes. Le Japon est heureux de contribuer au renforcement des capacités opérationnelles et professionnelles des agents de santé du Mali et à l'atténuation des souffrances du peuple malien en termes de santé. Du 31 mars 2021, date du lancement de la première campagne de vaccination contre le Covid-19 à nos jours, le Mali a enregistré 1 75 125 personnes complètement vaccinées. Ce chiffre est en deçà des objectifs fixés. La campagne qui démarre avec l'introduction du vaccin Pfizer va permettre de booster ces résultats. Le Mali lance aujourd'hui l'introduction du vaccin Pfizer dans la vaccination contre la Covid-19 dans les 6 communes du district de Bamako et dans les communes de Kati et Kalabankoro de la région de Kouloukourou. Elle concernera les personnes âgées de 12 ans et plus qui n'ont jamais été vaccinées, y compris les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Il s'agit d'une vaccination à 2 doses avec 28 à 42 jours d'intervalle entre les 2 doses. Au nom des partenaires techniques et financiers, la représentante de l'UNICEF au Mali a remercié les États-Unis et le Japon pour leur effort constant auprès du Mali dans la lutte contre le Covid-19. Comme le dit l'autre, faites-vous vacciner car la solution c'est dans l'immunité collective. Point Covid du jour. Les services de santé ont enregistré 3 nouveaux cas positifs sur 505 tests réalisés, 10 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 93 patients sont sous traitement. La Fédération nationale des diabétiques du Mali, l'ONG Santé Diabète et l'ONG Wallet ont mis en place un nouveau dispositif d'appui à la prévention et à la prise en charge du diabète. L'objectif visé est d'informer et sensibiliser les populations sur le diabète. Inaba. Le diabète est une maladie chronique qui se manifeste par un taux très élevé de sucre dans le sang. 5% de la population souffre de diabète selon les professionnels de la santé. C'est pourquoi la Fédération nationale des diabétiques du Mali et ses partenaires, l'ONG Santé Diabète et l'ONG Wallet, ont procédé à l'inauguration de la Maison de la prévention du diabète. Elle a vocation à renforcer les capacités des organisations de la société civile, notamment les associations des patients atteints de diabète, et à jouer convenablement leur rôle face à une maladie qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, cette maladie affecte plus de 400 millions de personnes au plan mondial. Elle est la cause de plus de 300 millions de morts chaque année, soit 7 morts par seconde. Quelques patients pris en charge et aujourd'hui on a une file active de quasiment 1000 enfants atteints de diabète de type 1, c'est la plus grande d'Afrique subsaharienne, quasiment 25 000 patients pris en charge dans le système de santé. C'est une réflexion qui est en cours dans beaucoup de pays en Afrique subsaharienne, donc je pense que de nouveau le Mali peut servir de modèle pour beaucoup de pays sur cette question-là. Donc voilà, donc on va continuer à soutenir le système de santé. La Maison de la prévention du diabète mène sous forme d'ateliers des activités de sensibilisation, le diabète gestationnel, les bienfaits de l'activité physique, un régime alimentaire adéquat sont les thèmes fréquemment abordés par les spécialistes. J'invite toute la population, singulièrement
les personnes présentant des facteurs de risque à participer massivement aux ateliers d'information et de sensibilisation dans les maisons de prévention du diabète animées par des équipes compétentes. C'est en cela que nous ferons barrière à la progression du diabète. Durant plusieurs mois, des séries d'activités préventives et de prise en charge sont menées à Bamako et dans les régions de Ségou, Kaï, Sigasso et Tombouctou. Les membres du Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, FUSU Mali, viennent d'organiser une rencontre au siège de la dite plateforme assise à Missabougou. Cet espace d'échange entre membres du FUSU Mali est initié dans le cadre du lancement de l'opération Espoir Tous Fama prévu ce vendredi 13 mai. Saloum Konaté. Ce cadre d'échange entre les membres du Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali a pour but d'informer l'ensemble des Maliens sur la grandiose manifestation dénommée Opération Espoir Tous Fama. Prévue ce vendredi 13 mai au boulevard de l'Indépendance, cette mobilisation vise à démontrer l'engagement et la détermination du peuple malien à soutenir les Fama. Nous appelons à présent au rassemblement de toutes les forces vives du Mali, de tous les mouvements de soutien à la transition en vue de constituer un bloc compact derrière nos autorités dans la mise en œuvre des décisions, mesures et orientations qui concourent à affirmer et à consolider notre souveraineté en tant que nation libre dans les choix de ses partenaires. Nous lançons à partir de cette tribune un appel à toutes les forces vives du Mali pour prendre part à la grandiose manifestation dénommée Opération Espoir Tous Fama qui aura lieu le 13 mai au monument de l'indépendance à Bamako et dans toutes les villes du Mali. FUSU Mali réitère une fois de plus son soutien indéfectible aux autorités de la transition. Notre transition, ce n'est pas forcément une question de durée. Il s'agit beaucoup plus d'une question de contenu. C'est qu'il faut mettre dedans. Et c'est ce qu'il faut mettre dedans qui nous permet de déterminer le temps qu'il faut pour la transition. Et si cela devait prendre beaucoup plus de temps, le plus important pour nous, c'est de mettre en adéquation les problèmes de notre pays et la durée de la transition. Nous sommes dans un moment où les Maliens doivent se donner la main, se rassembler pour défendre le territoire, pour soutenir l'armée malienne qui monte aujourd'hui en puissance en défendant notre territoire avec leur sang. C'est pourquoi nous lançons un message à l'ensemble des Maliens de sortir massivement le 13. Les membres du Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali appellent à l'union sacrée derrière les autorités de la transition. Les membres de l'Association des experts en sécurité incendie et assimilés viennent également d'organiser une campagne de sensibilisation à l'intention des agents de l'Office national des produits pétroliers ONAP ainsi que des chauffeurs. Cette journée de sensibilisation vise à réduire les incendies sur les véhicules. Saloum Konaté. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Cette campagne de sensibilisation de l'AESIA, Association des experts en sécurité incendie et assimilés, s'inscrit dans cette logique. Selon les statistiques, plusieurs personnes sont victimes d'incendies de véhicules de transport de carburant. Raison de plus pour l'AESIA d'initier ce cadre d'échange entre les chauffeurs et les agents de l'ONAP. Ici, au dépôt ONAP, nous avons à peu près 16 millions de litres, donc avec plus de 100 citernes dans notre parking. Donc aussi nous avons été choisis pour faire une sensibilisation, une formation. Donc nous sommes honorés. Au dépôt, la règle est que chaque agent du dépôt est un agent de sécurité. Si en cas de sinistre, c'est tout le monde qui agit. Plusieurs aspects pouvant déclencher ou provoquer des incendies au niveau des véhicules ont été démontrés par les experts. Nous sommes vraiment contents. Ces échanges ont été bénéfiques pour nous. Rares sont les chauffeurs qui ont des inspecteurs dans leur voiture. Il y a aussi des inspecteurs qui ne sont plus utilisables. Nous avons constaté que même un seul véhicule incendié amène des désastres vraiment incontrôlables et inestimables. Au constat de tout cela, nous avons décidé de prendre notre bâton de pèlerin et puis aller de commune par commune, les sensibiliser dans la prévention des incendies. Selon le président de l'AESIA, ces démarches entreprises par l'association permettront de réduire ces catastrophes qui font d'énormes dégâts.
Un mot de politique et c'est dans le Mandé à Kangaba. Les militants de la section UDD, Union pour la démocratie et le développement, étaient réunis pour la conférence de la section du Cercle. Une rencontre suivie par nos envoyés spéciaux à Kangaba, Fademba Keita et Sidi Modibo Dambélé. C'est après le renouvellement de ces instances que se tient dans une atmosphère bon enfant la conférence de section de l'Union pour la démocratie et le développement de Kangaba. Le tout nouveau président de la section locale et les 88 autres membres du bureau s'engagent à rester sereins et fidèles aux objectifs du parti. Le renouvellement des structures de base de la section UDD de Kangaba de ces derniers mois a vu l'adhésion de nombreux militants partout dans le cercle. C'est là l'enseignement que nous devons tirer de ces derniers mois. Notre équipe de dynamisation du parti sur le plan local est solidaire, déterminée. Cet espace d'échange démocratique plus large est donc l'occasion pour le premier vice-président de l'UDD d'inviter les 89 membres et représentants des 9 communes du cercle à l'efficacité des actions sur le terrain pour plus de présence qualitative. L'UDD est la première force politique de Kangaba. C'est pourquoi je vous invite, messieurs les responsables de la section, à redoubler d'efforts et à asseoir davantage vos ambitions tout en restant cohérents et fidèles avec les objectifs de la direction du parti. Aujourd'hui, plus que jamais, il vous faudra œuvrer à être la locomotive de la reprise en main de notre parti au niveau national. Les artistes invités, Fatim Djelimouri Diabaté, Takorba et Boua Diabaté, rappellent à travers leurs prestations que c'est en restant fidèle à la devise du parti Unité, Développement et Solidarité qu'on peut atteindre les objectifs visés. Du 13 au 14 mai 2022, le Musée national du Mali abritera le festival Ola Bamako. Ce festival, qui a sa 5e édition, est organisé par l'ambassade du Royaume d'Espagne à travers son programme culturel annuel. Ola Bamako est un véritable moment de communion, de vivre ensemble à travers des œuvres et créations artistiques. Awadit Makamara. Le Mali et l'Espagne mettent dans la main pour promouvoir les liens culturels. Cela à travers le festival Ola Bamako, autrement dit Salut Bamako. Un espace qui met en exergue la diversité culturelle des deux pays amis à travers des œuvres et créations artistiques, des styles musicaux et bien d'autres. C'est un festival qui essaie de faire partager les différentes traditions et héritages musicaux, pas seulement du Mali, mais aussi de l'Espagne. Un festival qui a eu un succès important dans les dernières années, qu'on veut approfondir et consolider. 5e du genre, l'édition 2022 a pour thème Culture et jeunesse, pilier du vivre ensemble. L'innovation majeure est la participation de 2 groupes espagnols, Argentina et David Palomar. Le choix de ces groupes n'est pas fortuit. Pour la première fois dans l'histoire de Ola Bamako, on va avoir 2 groupes espagnols au lieu de 1, parce qu'on a obtenu l'appui ferme de l'administration espagnole pour promouvoir et approfondir l'impact du festival. L'édition 2022 offre un programme riche et varié aux festivaliers. On a des ateliers, des différentes formations artistiques au conservatoire. Et dans ce cadre, on fait même des activités sportives. À mettre donc dans vos programmes les 13 et 14 mai 2022 au Musée national du Mali pour une fête riche en culture. Un autre rendez-vous, mais cette fois en sport. La Coupe ORTM édition 2022 donnera son coup d'envoi en juin avec 8 équipes, contrairement à 6 lors de la précédente édition. Une innovation majeure, nous dit Sirakatou Sissé. L'ORTM met les choses en grand et toujours. Le lancement de la Coupe ORTM édition 2022 se fera en pompe en juin. Pour cette édition, 2 équipes s'ajoutent aux 6 communes du district de Bamako. Il s'agit de Kati et Bougouni. Ces 8 se retrouvent pour la conquête du trophée. La commission d'organisation pilotée par Moussa Sylvain Diakité au nom de la Ligue de Bamako, partenaire de l'ORTM, et la sous-commission ORTM dirigée par le directeur général adjoint Abdoulaye Diakité travaille en harmonie au bonheur de la jeunesse malienne. La Coupe ORTM est une occasion à saisir. On a pu déceler quelques talents durant cette compétition de la Coupe ORTM, première édition.
Je sais qu'il y a des jeunes qui ont été suivis par des recruteurs à l'international, qui ont pu déceler des talents. Et certains sont aujourd'hui entre les mains de ces recruteurs-là. Et c'était justement l'objectif recherché par la compétition. Tout ce qui accompagne la compétition, tout est fin prêt déjà. On vous convie juste pour vous annoncer que cette année, nous voulons vraiment faire une grande fête de la jeunesse malienne à travers cette compétition. En intégrant Bougouni, on veut tester cette intégration et pour les années à venir, pourquoi pas intégrer les autres communes sur l'ensemble du territoire national. En attendant la composition des poules et le coup d'envoi du spectacle, les équipes concernées se préparent. Le trophée et les récompenses de la Coupe ORTM sont incomparables dans l'avènement du sport de masse au Mali. Le parrain Yacouban Tomini Diakité a promis d'accompagner l'ORTM et la Ligue de Bamako. Focus santé, les sages-femmes à l'honneur, c'est la personne qui accompagne la femme avant, pendant et après l'accouchement. La sage-femme joue un rôle prépondérant dans la maternité. C'est pourquoi le 5 mai de chaque année, le monde rend hommage à ces professionnels de la santé. On va bien sûr revenir sur cet élément avant la fin de cette édition. Nous venons de recevoir Awama Kamara dans notre studio pour la lecture d'un communiqué de l'armée. Awama Kamara, bonsoir. Bonsoir Foussénine Tunkara, bonsoir chers téléspectateurs. L'état-major général des armées informe l'opinion que les terroristes de la Katiba du Massina, dans leur tentative désespérée, continuent leurs sinistres actions contre les populations. Ainsi, le 9 mai 2022, vers 5 heures du matin, des tirs d'obus de mortier de 82 mm des groupes terroristes ont visé simultanément les localités de Tenenkou et Djondjori. À l'issue des missions de localisation et de ratissage sur les zones de provenance des tirs, de même que l'évaluation sur les points d'impact, les femmes ont enregistré le bilan suivant. Localité de Tenenkou, 2 obus comptabilisés tirés à partir du nord de la localité de Djafarabé et ayant raté leur cible. Pas de victimes, les tirs de contre-batterie des FAMA ont détruit le pas de tir ennemi avec le bilan d'un terroriste blessé, interpellé et pris en charge au niveau du CESCOM de la localité avant sa mise à disposition à la prévôté. Localité de Djondjori, 10 obus comptabilisés tirés à partir de la rive droite opposée, dont 3 ont atteint la localité. Tentative de destruction du réseau GSM, 2 enfants tués, Ousmane Ba, 7 ans, et Mariam Ba, 4 ans, 4 civils blessés, Amadou Tamboura, 62 ans, Djoukuru Traoré, 34 ans, Boubou Tamboura, 10 ans, et Mobo Tamboura, 8 ans. 3 petits ruminants tués, des graves dommages sur les maisons touchées. Ces attaques étaient clairement dirigées contre les populations civiles, caractérisant ainsi la cruauté des groupes terroristes. Localité de Yuwaru, ce 9 mai 2022, également vers 6h30, malgré les tirs de sommation, un suspect s'étant aventuré dans le périmètre de sécurité du camp de Yuwaru n'a pas rebroussé chemin et a été pris pour cible par la sentinelle. Les dispositions sont en cours pour des enquêtes de la gendarmerie en vue de déterminer les conditions de sa mort. L'état-major général des armées présente ses condoléances aux familles des victimes décédées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. L'état-major général des armées rappelle que le respect des droits de l'homme, de même que le droit international humanitaire, reste une priorité dans la conduite de nos opérations, d'où les énormes efforts de sensibilisation et de formation sur les différents modules, de même que l'ouverture d'enquêtes à chaque fois que des allégations sont portées contre les FAMA. L'état-major général des armées appelle à la vigilance contre les nombreuses manœuvres en cours visant à diviser les populations et les communautés au moment où la majorité du peuple malien est de plus en plus unie. Les forces armées maliennes se réservent le droit de poursuivre et de détruire les sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigi. Voilà, Fousséni, tout ce qu'on pouvait retenir de ce communiqué, bien sûr. Merci beaucoup, Awama Kamara. Merci, bon courage à toi aussi. Merci.
Avant Focus Santé, à suivre après ce journal dans nos programmes, l'intégralité du discours du président du Haut Conseil des collectivités, discours annoncé ce matin, bien sûr, lors de la première session du mois de mai. Également, cette annonce, un rendez-vous à ne pas manquer à partir de ce soir à 21h30 sur nos antennes. Malikoura Tassira, une nouvelle émission qui donne la parole à tous les membres du gouvernement. Premier invité, le ministre de l'économie et des finances, Luceni Sanou, explique les efforts consentis par son département depuis la rectification de la transition, les actions en cours et à venir. Un entretien réalisé par Ibrahima Traoré et Alexis Kalambri. Malikoura Tassira, c'est tout à l'heure à 21h30. Focus Santé, les sages-femmes à l'honneur, c'est la personne qui accompagne la femme avant, pendant et après l'accouchement. La sage-femme joue un rôle prépondérant dans la maternité. C'est pourquoi le 5 mai de chaque année, le monde rend hommage à ces professionnels de santé. Si cette profession demande beaucoup de courage et surtout de douceur, force bien sûr de reconnaître aujourd'hui que ces qualités ne sont pas souvent au rendez-vous. Suivant Barakissa Ouattara. J'ai commencé ce métier de sage-femme à partir de septembre 1963. Et je suis à la retraite depuis 1996. Un repos bien mérité après 33 ans de service, 33 années au cours desquelles Diarra Aïssata Dia prenait plaisir chaque instant à aider les femmes à un moment très critique de leur vie. Ce métier parce que j'aimais beaucoup les enfants et j'ai toujours rêvé m'occuper des enfants. Ces qualités, Mme Diarra Aïssata Dia semble les avoir bien inculquées à ses élèves. L'une d'entre elles, Diko Fatoumata Maïga, également sage-femme à la retraite, est aujourd'hui consultante en matière de santé de la reproduction. Elle représente aussi les pays francophones d'Afrique à la plus haute représentation des sages-femmes au monde. Ce métier de donneuse de vie, elle l'a aimé passionnément, mais aujourd'hui, elle le voit d'un autre œil. Le contexte même a changé. Au niveau de la formation, avant, les sages-femmes n'étaient pas nombreuses. On était peut-être 12, 14 et aujourd'hui, avec les écoles privées, avec les écoles étatiques, les besoins de formation ne sont pas satisfaits à souhait. Aussi, il y a le déploiement. Il y a une inégale répartition des sages-femmes sur le territoire pour elles. Madame Diko préconise surtout la culture de l'éthique et la déontologie chez les jeunes sages-femmes afin qu'elles puissent faire face aux exigences du métier. Au CCRF de la commune 2 du district de Bamako, la Benjamin Djeneba Konati est une référence. Ce métier de sage-femme, elle l'a embrassé pour rendre hommage à une amie qui a perdu la vie en donnant la vie. Tout travail, il faut pouvoir aimer d'abord. Alors, c'est un métier que j'aime beaucoup. Et non seulement ça me permet d'être en contact avec nous qui sommes les jeunes générations, avec nos amis, nos familles, nos proches, la population, à parler des avantages et surtout des inconvénients de ne pas pouvoir venir à l'hôpital pour éviter les décès comme celle de mon ami. On trouve plus facilement le travail quand on fait la santé. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues dans ce canal-là et elles se disent aussi qu'elles sont beaucoup plus payées. L'épineux sujet du gain facile refait donc surface. Aujourd'hui, beaucoup déplorent le manque de professionnalisme dans ce secteur. Celles qui sont censées accompagner les futures mamans au moment de l'accouchement sont quelquefois un cauchemar pour ces dernières aujourd'hui. D'abord, au moment de leur formation, il faut qu'elles sortent très compétentes de l'école. Et quand elles arrivent aussi sur le terrain, qu'elles s'acquittent correctement de leurs tâches. Qu'elles répondent aux exigences des femmes, aux exigences de la communauté. C'est ça la bonne sage-femme. La sage-femme doit avoir de l'empathie. On doit se mettre à la place de ces femmes-là qui viennent demander nos services à un moment très critique où tout ce que tu fais à cette femme-là, elle ne va jamais l'oublier. La génération actuelle, son comportement est fonction du contexte même général, de l'éducation même.
c'est pas un métier dans lequel il faut penser tout le temps à gagner quelque chose. C'est très intéressant comme métier parce que quand tu viens au monde un enfant et que tu vois l'enfant crier, bouger, c'est un plaisir. Normalement, c'est à l'école, on doit apprendre, voilà, c'est ça qui vous attend demain. Vous devrez sauver des vies. Vous devez vous occuper des femmes qui sont là, qui sont sans défense, qui viennent dans les douleurs et elles ont besoin de nous. Durant leur carrière, ces 3 sages-femmes de différentes générations ont eu de bonnes et mauvaises expériences. Lors de mon premier accouchement, déjà, j'ai poussé avec la femme. Donc, c'était vraiment stressant. Mais aussi, non seulement c'était douloureux, mais c'était quelque chose de merveilleux parce qu'on voit la femme qui pleure, qui a tant de douleur et au finish, c'est un bébé, on voit, en bonne santé. La mère est en bonne santé et c'est tout ce qu'on veut. Quand je suis arrivée pour la première fois à Menaka, où j'ai été la première sage-femme aussi, j'avais un défi à relever. Je me disais que je venais de quitter l'école, je n'ai personne à côté de moi, mais j'avais aussitôt eu un accouchement gémellaire. Et je m'étais rappelé de la démarche, des pratiques que je faisais. Et Dieu merci, j'ai pu faire cet accouchement. Les 2 enfants ont vécu. Mon premier poste, c'était ça. Quand je suis arrivée 1 semaine après, je suis allée prendre des triplés dans un champ. Et le plus petit pesait 950 grammes. Le plus gros, 1,2 kg. Donc, je les ai gardés. Il n'avait pas de couveuse. Mais dans le temps, il y avait des consommables, j'avais beaucoup de coton cardé. C'est avec ça que j'ai sauvé ces 3 enfants. La plus mauvaise expérience que peut vivre une sage-femme est la perte d'une patiente. Et au cours de leur carrière, chacune d'elles l'a au moins vécu une fois. À perdre certaines femmes alors que j'ai vraiment fourni des efforts pour pouvoir les sauver. Une fois, je me rappelle, on m'a dit d'aller chercher une femme qui était juste à 2 dunes du village. Mais comme les guides ne connaissaient pas très bien la route, dès qu'ils perdent le fil, on est obligé de passer la nuit. Donc on a passé la nuit. Le lendemain de bonne heure, quand je m'étais réveillée, il me dit, ah voilà, c'est derrière la dune. Malheureusement, j'ai trouvé que la femme a accouché, elle a rompu son utérus, elle est décédée, son enfant est décédé. Il y a une méconnaissance qui est là dans la population, elles ne viennent pas tôt à l'hôpital, elles ne font pas de consultation prénatale, c'est lors de l'accouchement quand ça se passe mal à la maison, alors elles viennent à l'hôpital dans un contexte, elles saignent, voilà, et après l'accouchement, il y a le bébé qui est là, qui souffre. Encore largement dominée par les femmes, la profession de sage-femme est une véritable vocation mêlant compétences médicales et dimension humaine. Un métier indispensable qui ne se limite pas seulement à l'accouchement normal. La sage-femme est aussi d'un soutien psychologique important pour chaque femme en âge de procréer. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.